Introduction. L'énigmatique Edgar G. Ulmer. C'est marrant la vie, il y en a qui naissent sous les projecteurs, et d'autres qui passent leur existence à se débattre dans l'ombre du studio d'à côté. Edgar G. Ulmer, lui, il a jamais vraiment eu droit à la lumière pleine face. Non, lui, c'est un gars de la pénombre, un bricoleur de la misère, un architecte des décors en carton-pâte. Mais tenez-vous bien, dans ce monde de série B à 2 balles, il a construit des cathédrales. Il s'appelait Edgar Georg Ulmer. Il venait de Moravie, un bled d'Europe centrale, où les ombres étaient déjà bien épaisses. Et il a débarqué à Hollywood comme on descend d'un train sans billets, discret, mais avec un sac plein d'images. À lui seul, il incarne tout un pan oublié du cinéma noir américain, celui des coulisses poisseuses de la Producers Releasing Corporation, des studios dits de Poverty Row, des acteurs en bout de course, des scripts torchés en une nuit et des tournages serrés comme un col de chemise trop petit. Et pourtant, ce bonhomme a réussi l'exploit de signer des chefs-d'œuvre dans la marge, à commencer par Détour, 1945, une anomalie dans l'histoire du polar, et Strange Illusion, dont on parlera plus loin. Mais avant de rentrer dans le détail de ces films, faut qu'on comprenne le bonhomme. Parce que la vie d'Ulmer, c'est déjà tout un scénario. Une trajectoire en zigzag entre l'Allemagne de Murnau et les salles miteuses du Bronx, entre l'expressionnisme et le néon du film noir. Une trajectoire comme on les aime, pleine de détours, justement. C'est ce qu'on va éclaircir dans cet épisode. Une enquête rétro sur le plus maudit des cinéastes, comme disait Luc Moulet, mais aussi peut-être le plus libre. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on cherche tous, hein? À être vu ou à filmer ce que les autres refusent de voir? Repérage, une vie dans l'ombre. Tu vois, dans le cinéma comme dans la rue, c'est pas toujours le talent qui fait la loi. Parfois, c'est les combines, les alliances, ou pire, les coucheries. Ulmer, lui, il a eu le malheur d'avoir aimé la mauvaise femme au bon moment. Et ça, dans le Hollywood des années 30, ça vous colle une étiquette comme une note impayée, blacklisté. Mais avant la chute, il y a l'envol. Et Ulmer, il vient pas du désert. Il vient de l'école des grands, l'école allemande. Vienne d'abord, pas pour les valses, mais pour les décors. Il y apprenait à bâtir des mondes avec des bouts de ficelle, à rêver grand avec 3 planches et une lampe de chantier. Son mentor, Max Reinhardt, pas un guignol. Puis direction Berlin, où il bosse avec F.W. Murnau, sur des perles comme Faust ou Le Dernier des Hommes. Autant te dire que côté ombre portée, il a eu le mode d'emploi dès le berceau. Ulmer, c'est du clair-obscur dans les veines, même quand il filme un plat de nouilles. Et puis il débarque à Hollywood, bras chargé d'idées venues d'Europe. Sauf que Hollywood, c'est pas le genre à faire des courbettes aux poètes fauchés. Il tape fort dès 1934 avec Le Chat Noir. Lugosi, Karloff, 2 monstres du genre, un film qui suinte le malaise et l'élégance noire. Succès. Et pourtant, la suite, c'est pas les Oscars, c'est la porte. Pourquoi? Pour une histoire de cœur. Une liaison avec la belle Shirley Kassler, femme mariée, à un certain Max Alexander, neveu du boss de la Universal, Karl Laemmle. Résultat, carton rouge. Fin de partie dans les grands studios. Et c'est là que le vrai Ulmer commence à exister. Viré du paradis, il devient le roi de l'enfer. Direction Poverty Row, ces ruelles crasseuses du cinéma où les budgets sont minuscules et les tournages plus rapides qu'une course de chevaux à Vincennes. Mais tu me connais, c'est dans les ruelles que j'aime farfouiller. Et dans ce cloaque, Ulmer, lui, il brille. Il construit du beau avec des bouts d'épave. Entre 1942 et 1945, il pond 11 films. T'imagines ça? Un film tous les 3 mois, parfois moins. Et malgré ça, certains brillent encore comme des pépites dans un vieux cendrier. Détour, par exemple, tourné en quelques jours à peine. Une fable noire et fatale, où la fatalité suinte comme la pluie sur un pare-brise. Un film qui ferait pâlir bien des productions bourrées au dollar. Mais derrière chaque film d'Ulmer, il y a cette rage contenue, cette liberté volée, cette envie de faire mieux avec moins. Un peu comme un artisan banni qui, au fond de sa cave, continue à sculpter de l'ivoire avec un canif. Il aurait pu devenir un grand nom du système. Il est devenu un mythe des marges. Ambiance.
Voix off étouffée d'un projecteur 16 mm qui s'allume. Grésillement de bobines qui tournent. Filature. Le style ulmerien à la loupe. Ulmer, c'est pas du cinéma de papa. C'est un peintre de l'ombre avec un pinceau taillé dans l'urgence. Et son style, c'est pas un vernis qu'il applique après coup. Non, c'est son ADN. Un cocktail expressionniste à base de lignes droites, d'angles bizarres et de rêves qui virent au cauchemar. Un gars qui aurait pu bosser pour un architecte fou ou un psychanalyste en manque de sommeil. Déjà, il y a les décors. Chez Ulmer, tu mets jamais les pieds dans un salon banal. Les murs penchent, les lampes sont tordues, les escaliers s'enroulent comme des serpents. C'est du constructivisme de briques et de broc, mais foutrement efficace. Il compose l'espace comme un peintre allemand qui aurait perdu ses lunettes. Tout est biaisé, déséquilibré, inconfortable. T'es jamais à l'aise et c'est exactement ce qu'il veut. Puis t'as la lumière. Ah, ce clair-obscur, digne des meilleurs films de Murnau ou Lang. Des ombres découpées au scalpel, des halos fantomatiques, des visages qui surgissent du noir comme des secrets mal enterrés. Et le plus dingue, il fait ça sans un rond. Avec 2 spots et un bout de carton, il te recrée l'apocalypse dans une chambre d'hôtel à 8 $ la nuit. Ulmer, c'est aussi le roi du miroir. Littéralement. Il adore planquer ses personnages derrière leurs reflets, brouiller les pistes, glisser une couche de mensonge entre l'œil du spectateur et la vérité. Le miroir, c'est pas juste un accessoire. C'est un complice. Une surface où l'identité glisse et se dédouble. Et je te parle pas des séquences de rêve. Chez lui, il n'y a pas de démarcation entre le monde éveillé et le monde mental. Tout est imbriqué, tout se superpose. Le rêve chez Ulmer, c'est pas une parenthèse, c'est le noyau. Il te balance dans une spirale d'incertitude où tu sais plus si le héros délire ou si le monde est vraiment aussi pourri. Sa caméra, elle, a un sacré tempérament. Elle glisse, elle grimpe, elle tourne comme un furet dans une cage à lapins. Plan incliné, travelling de côté, plongée qui écrase les bons hommes, contre-plongée qui les crucifie, et toujours ce tournage frontal. Caméra plantée droit devant les murs, comme pour nous dire « Tu vois bien ce que je vois, mais tu piges pas tout, hein ?» Même la rétroprojection, cette technique de cinéma qu'on réserve d'habitude aux scènes de bagnoles bâclées, il en fait un outil de distorsion poétique. Il construit des mondes artificiels qui n'ont rien à envier aux décors de studio des grosses productions. Tout paraît faux, et c'est justement ça qui rend tout si vrai. Et puis il y a la fameuse technique du bâton. Oui, tu m'as bien entendu. Ulmer dirigeait parfois ses acteurs avec un bâton. Pas pour les corriger, hein, pour marquer le rythme, la musique du dialogue, le mouvement, la pause juste. Comme un chef d'orchestre qui sculpte les silences entre les notes. Certaines actrices devenaient dingues avec ça. D'autres disaient que ça les révélait. Parce que oui, chez Ulmer, le corps joue la partition. Tout est chorégraphié. Pas comme du ballet classique, mais comme une danse nerveuse, syncopée, sensuelle ou menaçante. Il savait que le moindre geste pouvait en dire plus qu'un monologue de 2 pages. Et ça, c'est pas du cinéma, c'est du théâtre pour la caméra. T'as compris le truc ? Chez Ulmer, la contrainte, c'est pas un problème. C'est un moteur. Il filme pas ce qu'il a. Il filme malgré ce qu'il n'a pas. Et il transforme la misère en or visuel. Pas besoin d'1 million de $ quand t'as une vision, une ampoule nue et un coin d'ombre bien placé. Segment 4. Interrogatoire. Les obsessions thématiques d'Ulmer. Tu vois, on reconnaît un vrai cinéaste à ses obsessions. Pas celles qu'il étale en promo, mais celles qu'il trimballe, discrètement, comme une plaie jamais fermée. Chez Ulmer, elles sont là, planquées dans chaque plan, chaque silence. Des fixettes qui reviennent comme les cauchemars d'un privé trop souvent réveillé à 3 h du mat. D'abord, l'identité. Les héros d'Ulmer, c'est pas des types bien dans leur peau. C'est des ombres qui courent après elles-mêmes. Des gars qui fuient, qui mentent, qui se planquent derrière des noms d'emprunt, des visages de rechange. Des âmes errantes, déguisées, comme Ulmer lui-même, Autrichien devenu Américain, architecte devenu cinéaste, rejeté des grands studios, toujours entre 2 mondes. Il filme des gens déplacés, déracinés,
qui vivent à l'hôtel ou dans un wagon, jamais chez eux. Et cette sensation d'être en transit, elle colle à tous ces récits. Ça pue le visa périmé, l'identité trouble, le passeport douteux. Et t'as beau refaire les papiers, tu sens toujours que t'appartiens à personne. Ensuite, il y a le destin contre le libre arbitre. Les personnages d'Ulmer croient décider, mais c'est souvent la poisse qui tire les ficelles. Regarde des tours, le gars prend la route et paf, tout bascule. Pas parce qu'il est mauvais, juste parce qu'il est là au mauvais moment. Et pourtant, Ulmer insiste toujours. Le destin, c'est pas une excuse. Les choix comptent. C'est pas la vie qui te trahit, c'est tes failles qui laissent tôt passer la tempête. Il y a aussi cette espèce de morale trouble, cette question permanente. Qu'est-ce que ça veut dire, être bon, être humain, avoir une âme? Ces films sont des paraboles, des petites pièces philosophiques où Dieu reste silencieux et où la conscience, elle, crie dans un tunnel. Et puis surtout, il y a l'étrange, le bizarre, ce qu'on appelle en psychanalyse l'inquiétante étrangeté. Chez Ulmer, rien n'est jamais tout à fait net. Un reflet, une ombre qui ne colle pas, un personnage qui semble venir d'ailleurs. Et toujours ce père absent, mort ou effacé, mais qui rôde. Tu me diras, Ulmer aussi, il a perdu son père de cinéma, Karl Laemmle, quand on l'a viré d'Universal. Depuis, il filme comme un orphelin qui écrit des lettres à quelqu'un qui ne répond plus. Et ça se voit aussi dans la critique des institutions. Les asiles, les prisons, les maisons de redressement, tous ces lieux qu'il montre comme des pièges à rats, des faux refuges, des décors pour âmes mal lavées. C'est pas le monde extérieur qui est malade chez Ulmer, c'est ce qu'il prétend guérir. Et puis il y a les minorités, les communautés juives, noires, ukrainiennes. Ulmer les filme sans folklore ni paternalisme. Il filme la foi, la survie, l'identité, comme quelqu'un qui sait ce que ça coûte de ne pas appartenir au bon club. Il parle d'exil, pas de décor pittoresque. Et c'est ça qui rend ces films si intimes malgré leur pauvreté. Ulmer, c'est pas un moralisateur, c'est un gars qui regarde le gouffre et qui en sort de l'art. Il sait que la frontière entre le bien et le mal, c'est pas un mur, c'est une ligne floue, comme une trace de rouge à lèvres sur un col de chemise. Reconstitution. Étude de cas. Strange Illusion, 1945. Parmi les bobines qui hantent la filmographie d'Ulmer, il y en a une qui me revient souvent. Une affaire étrange, comme un rêve qui insiste pour qu'on se souvienne de lui. Strange Illusion, 1945. Un petit film noir tourné vite fait, mal payé, mal logé, mais foutrement stylé. Une sorte d'Hamlet sous calmant, avec des relents de psychanalyse et une ambiance qui te colle aux semelles. Le pitch ? Paul Cartwright, un jeune gars qui fait des cauchemars pas très catholiques. Il voit son père mort l'avertir qu'un inconnu louche essaie de mettre la main sur sa veuve de mère. Une veuve, faut le dire, un peu trop bien mise pour rester seule. Le jeune revient fissa à la maison et découvre que la maman, Virginia, est en train de tomber dans les bras d'un certain Brett Curtis. Un sourire trop lisse, des yeux qui fouillent, une voix d'acteur de soap. Le genre de type à qui tu ne laisserais même pas ta plante verte pendant les vacances. Et là, le cauchemar commence à sentir le réel. Les détails s'alignent, les intuitions deviennent indices. Paul est persuadé que Curtis est en réalité Claude Barrington, un vieux criminel que son père juge avait envoyé dans les cordes. Sauf que personne ne le croit. On le prend pour un névrosé, un obsédé, un petit Hamlet en culotte courte. Alors Paul feint la folie. Comme le Danois, il joue au dérangé pour mieux enquêter. Et comme dans Hamlet, c'est la famille qui devient le théâtre des dissimulations. Sauf qu'ici, il n'y a pas de château. Juste une maison middle class, un sanatorium douteux, des couloirs carrelés et des silences qui suintent la trahison. Et puis il y a le docteur Mulbach, psychiatre de son état, sinistre sous ses sourires. Un faux sauveur, un complice du malfrat. Il veut enfermer Paul, le réduire au silence sous couvert de traitement. Le môme joue le jeu, mais il n'est pas dupe. Il creuse, il observe, il gratte. Il finit par découvrir la pièce manquante du puzzle, un fragment de camion lié à la mort de son père. Le final ?
Paul arrache sa sœur aux griffes de Curtis, démasque le tordu devant tout le monde. Rideau. Retour à la lumière. Ou presque. Parce que ce qui fait la force de Strange Illusion, c'est pas le scénario. C'est ce qui rôde autour. C'est l'atmosphère. Ce délire visuel constant, où la frontière entre rêve et réalité est aussi floue qu'un reflet dans une flaque d'essence. Le film s'ouvre et se ferme sur des rêves. Pas des rêves mignons avec des licornes, non. Des cauchemars d'encre et de brume, des visions de trains fantômes. Et le reste du film, c'est comme si on n'en sortait jamais vraiment. Les séquences de rêve, chez Ulmer, sont indissociables du récit. Le noir et blanc est tellement chargé d'ombre qu'on se demande si c'est encore le monde réel ou si on est resté coincé dans la tête de Paul. L'éclairage, les décors, les gestes, tout transpire l'angoisse d'un monde en décomposition. Et pourtant, il y a une beauté là-dedans, une élégance triste, comme un tango entre l'âme et la folie. Et puis il y a les décors, ce sanatorium où on n'aimerait pas finir une grippe, modernisme domestiqué, art déco fatigué, néon trop blanc, un décor qui joue contre les personnages. Un endroit qui t'aspire plus qu'il ne te soigne. Tu vois, ce film, il est tourné pour 3 francs 6 sous. Et pourtant, il t'en met plein la gueule. Pas avec des effets spéciaux, avec des choix, des cadrages, des poses, des regards. Ulmer sait exactement où poser sa caméra pour que ça dérange. Il te montre pas un meurtre, il te montre ce que ressent celui qui sait qu'il va être tué. Et derrière l'histoire, il y a le clin d'œil au Freud de comptoir. Mais attention, pas pour cela jouer Intello de la Sorbonne. Non, Ulmer, il utilise les théories psy comme d'autres sortent un scalpel. Pas pour expliquer, mais pour disséquer. Témoignages. Freud, Hamlet et les fantômes intérieurs. Il y a des films qui te racontent une histoire, et il y en a d'autres qui te parlent à toi, à ta trouille, à tes regrets, à tes sales pensées que t'oses pas formuler en plein jour. Strange Illusion, c'est pas juste un polar à l'ancienne, c'est une plongée dans les eaux troubles du subconscient. Un miroir sans teint où Freud et Shakespeare se donnent rendez-vous dans une arrière-salle enfumée. Commençons par Freud, ce vieux barbu qui voyait des complexes partout. Chez Ulmer, il n'est pas seulement une référence, c'est un outil scénaristique. Les rêves, les refoulements, l'étrange qui surgit sans prévenir, tout ça, c'est pas du folklore. C'est la matière première. Et dans Strange Illusion, les séquences oniriques sont des mises en garde de l'inconscient. Le môme rêve, et ce qu'il voit est vrai. Ce que les autres prennent pour du délire, c'est le message de son cerveau qui crie la vérité à travers les ténèbres. Et puis il y a l'étrangeté, das Unheimliche, comme disaient les psy-teutons. Tu sais, ce moment où quelque chose de familier devient soudain dérangeant. Le charmant Curtis qui devient prédateur, le docteur qui est censé soigner et qui enferme, la maison familiale, lieu du souvenir, devenu piège à névrose. Mais le plus pernicieux dans l'affaire, c'est Hamlet. Ce bon vieux prince de Danemark à beau porter doublet et collant, c'est lui qu'on retrouve dans chaque couloir de ce film. Paul, le jeune héros, c'est un Hamlet made in USA, sans château, mais avec un sanatorium. Même lutte intérieure, même quête de vérité, même jeu de la folie simulé pour déjouer les traîtres. Et cette relation avec la mère, pas tout à fait oedipienne, mais assez tordue pour faire froncer les sourcils à un psy de campagne. Paul voit le danger. Il alerte, mais personne ne le croit. Et au lieu de hurler, il entre dans le jeu. Il fait le fou pour découvrir la vérité. Il prend le masque pour mieux l'arracher à l'autre. Et puis Ulmer glisse une idée maligne et un peu cruelle. Et si l'analyse psychologique devenait une arme de manipulation, le psychiatre, qui devrait être le guide, devient le complice du mal. Il utilise le langage freudien pour discréditer la vérité. Il parle de fantasmes, de complexes, alors que le danger est réel. C'est brillant. Ulmer nous rappelle qu'une grille de lecture, même la plus fine, peut devenir une camisole si elle tombe entre de mauvaises mains. C'est là qu'on touche au génie d'Ulmer. Il se sert de Freud pour nous perdre. Il convoque Hamlet pour brouiller les pistes.
et il nous plonge dans une histoire où même à la fin tu te demandes si t'as rêvé ou si t'as vraiment vu ce que t'as vu. Le vrai Strange, dans Strange Illusion, c'est pas le meurtrier. C'est cette faille dans la réalité. Ce doute qui te colle comme une sueur froide. Et si tout ça n'était qu'une construction mentale? Un délire? Un mauvais trip filmé à la lumière d'un néon cassé? Bouclage, l'héritage du maudit roi d'Hollywood. Ulmer, c'est le genre de type qu'on oublie, puis qu'on redécouvre trop tard, quand les bobines commencent à jaunir et que les critiques à la pipe et au regard humide se réveillent en disant « Mais attendez, ce gars-là, c'était un génie. » Trop tard, les gars, le bonhomme est déjà 6 pieds sous les marges. Et pourtant, c'est peut-être ça, son plus beau coup. Avoir prouvé que l'art n'a pas besoin d'un chéquier, ni de star à 10 000 $ la réplique. Ce qu'il faut, c'est une vision, une putain de vision, et une paire de tripes pour la défendre, même quand on te ferme toutes les portes. Edgar J. Ulmer, c'est pas qu'un réalisateur de série B, c'est un créateur de monde, un type capable d'injecter du style et de la réflexion, là où d'autres se contentaient d'aligner des plans convenus. Il a transformé Poverty Row en terrain d'expérimentation. Il a fait de ses limites son identité. Il a prouvé qu'avec 3 francs 6 sous, tu pouvais accoucher d'un chef-d'œuvre noir et nerveux qui file encore la chair de poule 80 ans plus tard. Et aujourd'hui, on le cite. On le décortique dans les séminaires. On projette ses films à la cinémathèque. Il est entré dans l'histoire non pas malgré sa marginalité, mais à cause d'elle. Ulmer, c'est un rappel salutaire. Le cinéma, c'est pas un podium, c'est une ruelle. Et parfois, dans cette ruelle, il y a un gars avec un bâton, une caméra et des idées plein la tête. Ce gars-là, il s'appelait Edgar. Et même s'il n'a jamais été une star, il a laissé des traces. Des vrais, des noirs. Voilà. C'était notre virée du soir dans l'univers d'un type qui filmait comme on écrit une lettre de rupture, sans phare, avec douleur, et le cœur en miettes. Edgar J. Ulmer, le roi des studios en carton et des illusions en clair-obscur. Un type qui a montré qu'on pouvait faire grand avec petit, profond avec fauché, éternel avec éphémère. Tu me diras, c'est pas vendeur ce genre de destin. Peut-être pas, mais c'est du cinéma. Du vrai. Conclusion personnelle. Le cinéma des maudits, c'est mon luxe à moi. Je vais te dire un truc, camarade cinéphile. Des types comme Edgar J. Ulmer, il n'y en a pas 2 par siècle. Et faut croire que c'est justement parce qu'il était maudit qu'il est devenu indispensable à mes nuits blanches de vieux râleurs accros à la pellicule qui gratte. Il avait rien pour lui. Ni fric, ni réseau, ni gros studio. Ce qu'il avait, des ombres, des reflets, des cauchemars et un œil. Un œil de fou qui voyait l'angoisse là où les autres voyaient un décor de récup. Il transformait la pauvreté en poésie, le carton en labyrinthe mental et les silhouettes d'acteurs fauchés en fantômes de notre inconscient collectif. Tu veux du cinéma noir? Oublie les néons polis de la Fox. Va traîner du côté des trottoirs mouillés d'Ulmer, parce qu'avec lui, même une scène tournée en 5 minutes dans une pièce vide peut te faire vaciller l'âme. Alors ouais, Strange Illusion ou Détour, c'est pas les plus connus, mais c'est les plus vrais, les plus viscéraux. Ceux que tu sens dans le bide et pas juste dans la rétine. Moi, ce genre de cinéma, j'appelle ça pas du film noir. J'appelle ça la vérité en clair-obscur. Et toi, tu as vu un film d'Ulmer? Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, ou même si tu veux juste grogner contre le destin comme un personnage de Détour. Parce qu'ici, les films vivent mieux quand on les partage. Et reste à l'écoute, dans pas longtemps, on va retrouver Ulmer pour son Détour, et Strange Illusion, ou une autre pépite du maître.